Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter un sujet un peu particulier, c'est tout simplement un sujet un peu gravissime à mon sens, sur lequel reposent quelques facteurs qu'on peut prendre en compte et on peut comparer ce qui se passe aujourd'hui à la crise de 2008. Je parle évidemment d'un effondrement systémique. Donc le fait que de manière économique on ait une crise, une récession, et pourquoi finalement on pourrait également avoir le Bitcoin comme solution et évidemment la seule solution qui pourrait nous sauver. Donc on va voir sur trois aspects différents, donc pourquoi l'effondrement économique est inévitable selon moi parmi quelques points, on va voir pourquoi Bitcoin est une alternative crédible et à la fin on verra pourquoi le Bitcoin c'est une porte de sortie et si ce n'est la seule d'ailleurs. Ensuite, on aura la petite conclusion en lien à la crise de 2008 et je vous mettrai quelques ressources pour approfondir pour ceux qui veulent aller toujours plus loin. Donc on démarre tout de suite finalement avec l'effondrement économique. Pourquoi celui-ci est inévitable? Selon moi, on a quatre facteurs, donc l'inflation incontrôlable, la dette publique insoutenable, le système bancaire fragilisé et la crise géopolitique et l'instabilité à échelle mondiale. Donc on va voir tout ça. Donc on démarre de suite. À chaque fois, je vous ai fait une petite explication, quelques exemples et les conséquences que ça peut amener. On fera évidemment le lien un petit peu avec 2008, puisque pour ceux qui ne savent pas, je vous invite d'ailleurs à voir le film qui parle de la crise des subprimes, c'est The Big Short. Donc la crise, je ne me rappelle plus exactement le titre, de toute façon je vous le mettrai en lien de toute façon directement dans la description. C'est un film qui va pouvoir vous expliquer de manière assez simpliste comment ça s'est passé dans la crise de 2008. Et aujourd'hui on a énormément de similitudes et je trouve que en tout cas les lobbies et les États arrivent à nous faire passer la pilule de manière légère, alors que, à mon sens, il arrive quelque chose de très grave et d'inévitable. Et donc on va voir tout ça. Donc l'explication se passe au niveau de l'inflation. Donc l'inflation c'est quoi? C'est la perte progressive du pouvoir d'achat liée à une augmentation générale et durable des prix. Je vais remettre ça dans son contexte. Ce n'est pas réellement l'augmentation des prix. D'accord? Lorsqu'une entreprise vous donne un service ou un produit en échange de sa valeur monétaire, ce n'est pas ce produit ou ce service qui augmente son prix, c'est bel et bien la monnaie en sous-jacent qui, elle, diminue. Sa valeur diminue et donc vous demande plus de ressources d'un point de vue fiat pour payer, pour obtenir ce service ou bien ce produit. Donc depuis la pandémie 2020, les banques centrales ont injecté des milliers de milliards de dollars euros pour sauver l'économie, créant ainsi une inflation massive. On a l'exemple avec la zone euro, 2022-2023, l'inflation était supérieure dans certains pays à 10%, ce qui est énorme, avec par exemple l'Estonie, la Lituanie. On a les États-Unis qui ont fait un pic à 9,1% en juin 2022, du jamais vu depuis 40 ans. En 2024, malgré la hausse des taux, les prix restent élevés. Logement, énergie, alimentation. Le problème de ça, c'est que même si les taux sont remontés, on n'a pas réussi à garder et à rebaisser finalement ces prix. Et donc on a gardé cette inflation quand même assez haute, mais tout en augmentant les taux, donc ce qui est catastrophique et ce qui approche finalement pas mal de défauts de paiement auprès des petits épargnants. Et donc les conséquences se traduisent par les salaires, puisque les salaires, comme on peut le voir depuis les 30 dernières années, stagnent, ou bien lorsque vous avez l'impression que cela augmente de, je dirais n'importe quoi, de 5% par an, eh bien vous avez l'inflation qui, elle, augmente bien plus que vos salaires. Donc résultat, ce qui se traduit par une épargne érodée et un pouvoir d'achat des familles année après année qui s'appauvrissent et donc qui gentiment grignotent et détruisent la classe moyenne. Avant on avait encore une classe moyenne, aujourd'hui on peut estimer que la classe moyenne restante fait déjà partie de la classe de la pauvreté. Donc c'est désastreux et donc il va y avoir toujours un plus grand écart entre les pauvres et les riches malheureusement. On va voir au niveau de la dette publique pourquoi elle est insoutenable. Explication, c'est la suivante, les États-Unis vivent à crédit, pour financer leur déficit, ils émettent toujours plus de dettes. Ça se passe dans à peu près tous les pays, ils empruntent de l'argent pour financer leur économie nationale. Or, toujours plus s'endetter, à un moment donné ça crée cet effet de boule de neige, et surtout lorsque les taux remontent, eh bien, les obligations baissent, et c'est là que ça devient un peu le bordel. On a l'exemple par exemple avec la France, aujourd'hui la dette publique est au-delà de 3100 milliards, et donc on a plus de 110% du PIB en 2025. Aux États-Unis, la dette publique est supérieure, je crois, j'ai mis 34 000 dollars, je crois qu'on a déjà dépassé les 36 000 dollars.
donc en 2025. Et en 2024, le paiement des intérêts devient l'un des plus gros postes budgétaires des États. Ça, c'est bien la problématique de cet effet boule de neige. Et la conséquence, donc, c'est le risque de défaut ou de rééchelonnement, la perte de confiance des investisseurs, qui se traduisent par la hausse des taux, et moins de marge budgétaire pour financer les services publics comme la santé, la retraite, etc. On peut prendre aussi l'exemple en France. Je pense que toute personne rationnelle et avec un peu de cerveau pour voir ce qui se passe dans la vraie vie, d'accord, en sortant juste de chez soi, on peut voir qu'en France, les services publics se dégradent d'année en année, et ça depuis déjà plus de 15 ans. Donc les services comme les hôpitaux, voilà, le fait de contracter de la dette pour financer à chaque fois du social, malheureusement, lorsqu'on s'endette avec justement cet effet boule de neige, avec une hausse des taux, derrière, malheureusement, on ne peut plus financer les services publics qui sont plus ou moins importants, et donc ça donne un pays du tiers-monde, ce que devient finalement la France. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est factuel, il s'agit juste de sortir de chez soi. Système bancaire fragilisé, donc ça c'est pareil, explication, les banques sont interconnectées, une crise de liquidité ou de solvabilité dans l'une peut se propager très vite, donc effet domino. Ça, c'est ce qui s'est passé en 2008, mais pas que. On a eu aussi les exemples en 2023 avec la faillite de la SVB, donc la Silicon Valley Bank et d'autres banques régionales aux USA. Crédit Suisse, pareil, qui s'est fait racheter, c'est vrai qu'il y a eu ça, donc qui s'est fait racheter donc en 2023 par UBS, et quelques banques françaises et italiennes exposées à des risques sur les emprunts d'État. Le problème de ça, c'est que comme en 2008, il suffit qu'il y ait une banque qui implose d'un point de vue intrinsèque, et malheureusement, si elle ne se fait pas couvrir par une autre banque, c'est le domino qui démarre, et la chute peut être exponentielle, puisque ça entraînerait absolument tout le reste, et donc ça peut créer vraiment quelque chose de désastreux, comme on a eu pour 2008 lorsque l'État n'a pas voulu soutenir Lehman Brothers. Conséquence, confiance dans les banques qui sont, elles, ébranlées, risque de bank run, donc le fait de retrait massif. Donc le bank run, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand vous déposez votre argent dans une banque, vous ne possédez pas l'argent, d'accord? L'argent ne vous appartient plus, il appartient à la banque, et la banque a, entre guillemets, une redevance au travers de vous en tant que client. Si vous décidez tous les clients de la banque décident de retirer son argent au même moment, eh bien ce n'est pas possible, la banque ferait évidemment faillite. Et c'est pour ça que je vous invite, ne serait-ce qu'à faire le test, même si vous ne voulez pas retirer de l'argent, allez voir votre banque et demandez à retirer 10 000 euros ou 5 000 euros, et vous verrez le nombre de justificatifs qu'il faut pour ça, des motifs valables, et vous verrez que ce sera très 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 compliqué. On a la recapitalisation forcée par les États avec encore plus de dettes. Au niveau de la géopolitique et de l'instabilité mondiale, on a donc l'économie mondiale qui dépend de la stabilité politique, de l'accès à l'énergie, de la chaîne de logistique fluide. Les tensions géopolitiques actuelles perturbent gravement cet équilibre, puisqu'on a eu l'exemple avec la guerre en Ukraine, donc explosion des prix de l'énergie, de l'engrais, des céréales, la tension Chine-Taïwan sur la menace de la production mondiale de semi-conducteurs, l'instabilité au Moyen-Orient et la pression sur le pétrole. On a eu les blocages logistiques dans la mer Rouge, canal du Panama, et les coûts d'importation qui explosent. La conséquence de ça, c'est qu'on a un ralentissement du commerce à échelle mondiale, on a une récession dans les économies dépendantes de ces secteurs de l'import-export, et du coup un réarmement massif, donc moins d'investissement civil. Donc tous ces facteurs montrent et peuvent donner une indication sur pourquoi l'effondrement économique est inévitable. Maintenant, personne ne sait quand est-ce que ça va arriver. Si on vous dit que la récession va commencer, entre guillemets, elle a déjà commencé depuis de nombreuses années. À partir du moment où on a vécu 2008 et qu'on a continué de garder un système à exactitude de ce qui s'est passé, eh bien vous doutez bien qu'à un moment donné, ça explose, ça implose, et donc on y arrivera quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que les États, les politiques, etc., les entreprises peuvent garder ça à flot pendant de longues années. Et puis on a par exemple la dette publique de Moody's qui a été donnée et qui justement garde la même note pour la France. Donc ça c'est quand même absolument fantastique, puisque finalement ces agences de notation, on peut dire qu'elles ont leur part de responsabilité, et lorsqu'on voit que la France n'a pas bougé au niveau de sa notation, alors que le pays se dégrade à une vue
ahurissante aux yeux de tout le monde, on peut se demander pourquoi finalement ces agences de notation n'ont pas dégradé la note. C'est tout simple, si l'agence de notation dégrade la note, eh bien les investisseurs perdent confiance en la France, puisque là en l'occurrence on note l'État français. Et donc, évidemment, il y a l'État américain qui a été noté, etc. Et donc, on accélérerait ce processus de crise et on aurait justement l'explosion d'un point de vue économique de ces États. Donc, la vérité serait révélée. Or, c'est pas ce qu'ils veulent. Et donc, pour l'instant, ils essayent de maintenir le truc à flot. Mais à un moment donné, on y arrivera. Et lorsque la note, elle va passer en triple B-, et ben là, on aura un réel sérieux souci. Et qui va en pâtir? Évidemment, eux, ils se seront tous baqués. C'est très probablement les épargnants qui prendront la foudre. Donc attention à vous, surtout si vous laissez du cash en banque. On va voir maintenant pourquoi le Bitcoin est une alternative crédible. Évidemment, tout ce que je mentionne dans mes vidéos, je tiens à le repréciser, n'est pas un conseil en investissement. Peut-être que le Bitcoin est une alternative crédible, peut-être que c'est la seule porte de sortie. Or, vous êtes maître de vos propres recherches et de vos propres choix d'investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement, donc Dior. Bitcoin est une alternative crédible. On va voir tout ça dès maintenant. Donc avec 4 facteurs: décentralisation et souveraineté, offre limitée et prévisible, transparence et sécurité et adoption croissante. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée sur le Bitcoin, n'hésitez pas encore une fois à me le mentionner dans les commentaires. Les commentaires d'ailleurs servent à débattre, donc si vous n'êtes pas d'accord sur un point économique ou autre, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je suis ouvert au débat là-dessus. Donc la décentralisation et la souveraineté du Bitcoin. Donc petite explication, Bitcoin fonctionne sans banque centrale, sans autorité unique et sans État. Il repose sur un réseau de milliers de nœuds répartis dans le monde entier. L'enjeu, c'est qu'il n'y a pas de contrôle étatique, d'accord? Aucun gouvernement n'a la main là-dessus, ne peut bloquer ou transférer les bitcoins. La souveraineté individuelle, c'est vous êtes votre propre banque, et encore, ça dépendra de comment vous faites, d'accord? Comment vous gérez vos bitcoins, mais en gros, si ce n'est pas vos clés, ce ne sont pas vos coins. Donc encore une fois, si vous déléguez cette responsabilité et que vous le mettez dans des exchanges, c'est la même chose que mettre son argent dans une banque. L'exchange en question aura une redevance d'un point de vue unitaire sur ce que vous avez, mais vous serez encore une fois le dernier à être remboursé. Donc on a eu des exemples comme avec FTX, MTGOX, etc. Donc je vous laisserai faire vos recherches là-dessus. Exemple, Nigeria, malgré l'interdiction gouvernementale, l'utilisation de Bitcoin a explosé via le peer-to-peer. Donc le réseau pair à pair. Canada 2022 gèle des comptes bancaires pour des manifestants. Certains utilisaient Bitcoin pour contourner les blocages. Donc c'est une alternative qui, comme elle n'a pas de tierce partie, eh bien vous êtes libre de pouvoir faire vos transactions. Conséquence, Bitcoin permet la liberté financière dans des contextes autoritaires ou instables. Même si c'est stable, ça vous permet quand même cette liberté financière. Et c'est une monnaie qui est résistante à la censure. Donc d'année après année, elle a prouvé à quel point, malgré toutes les censures possibles qui ont été effectuées, qu'elle était bien au-delà de tout ça. Et on a donc quelques facteurs qui vont donner raison à cela. C'est tout simplement son offre limitée et prévisible. Parce que oui, contrairement aux monnaies fiat, donc l'euro, dollar et autres, qui peuvent être imprimées à la volonté des banques centrales, le Bitcoin a une politique monétaire figée dans le code, donc 21 millions d'unités, et aucun autre ne sera supplémentaire miné, donc après 2140, d'accord, vous n'aurez pas 22 millions, etc. Donc c'est ce qui permet sa rareté et donc sa valeur intrinsèque dans un point. On a le mécanisme du halving, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tous les 4 ans, la division par 2 de la récompense minière, donc dernièrement faite en avril 2024, donc tous les 200 000 blocs, et l'inflation de Bitcoin est décroissante puisqu'aujourd'hui elle est inférieure à 1% par an, donc plus faible que l'or ou les monnaies fiat. D'ailleurs on peut revenir un peu à la comparaison de l'or, puisque là, en exemple on met que la réserve de valeur digitale qu'est le Bitcoin, elle est souvent comparée comme or numérique, donc supérieure à l'or, puisque sur certains points, elle a évidemment les mêmes aspects, mais au-delà encore, puisque même par exemple en 2024 ou 2025, on a encore quelques zones minières qui ont découvert d'autres quantités d'or. Donc on n'est pas à l'abri que finalement l'or ne soit pas illimité, mais bel et bien à l'inverse, que ce ne soit pas limité, mais bel et bien illimité. En période d'inflation monétaire, les gens se réfugient dans les actifs à offre limitée, comme par exemple le Bitcoin. Conséquence, le Bitcoin protège le pouvoir d'achat des épargnants à long terme et il représente une forme d'épargne incorruptible.
Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous qui sommes épargnants et qui ne voulons pas subir les conséquences des actions des États à outrance. Transparence et sécurité, donc au niveau de la blockchain, donc Bitcoin est public, transparente et infalsifiable. Toute transaction est vérifiable, horodatée et inscrite à vie. Donc vous, peu importe qui vous êtes, vous pouvez vérifier le code de Bitcoin. Il est open source et les transactions qui s'y passent, vous pouvez les regarder. Donc ça, c'est un avantage, c'est qu'il est disponible aux yeux de tous. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, les criminels n'utilisent pas Bitcoin puisque tout est vérifiable. En jeu, pas besoin de faire confiance à une tierce partie, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, une banque, un État ou une entreprise, d'accord? Et donc, ce sont vos clés, ce sont vos coins. Chaque transaction est validée par preuve de travail, donc le proof of work, je ne reviendrai pas dessus, je le ferai peut-être sur une vidéo plus complète, ce qui rend la falsification pratiquement impossible. Donc exemple, aucune falsification de transaction ou piratage de réseau principal depuis 2009. Toutes les fraudes qui ont eu lieu, donc exemple FTX, etc., viennent d'intermédiaires centralisés et pas de Bitcoin lui-même. Donc c'est ce que je vous expliquais. Comme vous mettez votre argent dans des exchanges, donc c'est la même chose que le mettre en banque, il se peut, vous n'êtes pas à l'abri que la banque ou l'exchange fasse faillite. Et donc qui emporte avec lui vos fonds. Conséquence, confiance basée sur le code, pas sur une autorité, puisqu'on sait à quel point l'humain peut avoir une corruption accrue. Et Bitcoin repose sur un système incensurable, auditabilité totale. Au niveau de son adoption croissante, ça c'est également un point à aborder, puisque plus les gens auront confiance, plus il y aura une adoption et ça entraîne un mouvement positif dans ce sens. Bitcoin passe progressivement du statut de niche technologique à un actif globalement reconnu et utilisé. Exemple récent avec le Salvador, qui fait sa Bitcoin City. Bon, peut-être que ça, on peut reparler de l'échec ou de l'avancée de la Bitcoin City, mais peu importe, il y a eu une réelle légalisation de cette monnaie là-bas. MicroStrategy qui détient plus de 210 000 bitcoins en 2025, donc stratégie d'épargne d'entreprise. Et on a également les ETF Bitcoin Spot, donc acceptés aux États-Unis, amenant des milliards de dollars d'investissement institutionnel. Ça va bientôt arriver en Europe, il me semble qu'il y en a un en Europe, mais pas sûr. De toute façon, je ne regarde pas tout ce qui est ETF Bitcoin. Dans la tendance, on a les entreprises et les fonds de pension, les plateformes e-commerce qui intègrent le Bitcoin comme moyen de paiement. Les pays à forte inflation comme l'Argentine, la Turquie, le Liban connaissent des taux d'adoption records, puisque oui, pour contrer, donc c'est ce que j'expliquais, c'est que quand vous avez confiance encore en votre monnaie, comme par exemple l'euro, le dollar ou le franc suisse, à la limite, vous pouvez encore maintenir à flot pendant quelques années ce principe-là de dette, etc. Sauf que dans les pays où il y a déjà eu cette implosion d'un point de vue État, eh bien malheureusement il faut trouver ces alternatives et donc c'est pour ça que dans ces pays le Bitcoin est déjà beaucoup plus adopté et que vous pouvez voir des grands-mères de 90 ans comprendre Bitcoin et l'utiliser. La conséquence, c'est que le Bitcoin devient un actif stratégique et non plus seulement spéculatif, et sa légitimité grandit chaque année face aux critiques. Parce que oui, malgré toutes ces années et tous ces efforts pour montrer la vraie valeur de Bitcoin, on a quand même des gens qui arrivent toujours à le critiquer, toujours à remettre en cause ses principales statistiques qui le rendent comme il est aujourd'hui, donc c'est-à-dire incensurable, limité, décentralisé, etc. Au niveau du Bitcoin comme porte de sortie, il y a trois aspects que je vois, c'est la protection évidemment du patrimoine, du pouvoir d'achat des gens, l'inclusion financière et l'innovation et le développement économique. Donc la protection du patrimoine, quand une monnaie s'effondre, l'épargne des gens fond. Bitcoin offre une façon de préserver la valeur en dehors du système bancaire. Exemple, donc on reprend l'Argentine avec son inflation qui dépasse 250% par an en 2025. Le pesos argentin, lui, perd toute sa valeur. Les citoyens se tournent donc soit vers le dollar, qui pour l'instant est entre guillemets encore une monnaie sur laquelle certains ont confiance, ou le Bitcoin. Le Liban, effondrement bancaire. D'ailleurs, on a pu voir des images sur X ou sur Twitter à l'époque où on voyait des Libanais qui essayaient de retirer de l'argent en banque et les banques ne permettaient pas aux clients de récupérer leur argent. Et donc, ça a créé littéralement un mouvement où les gens ne se laissent pas faire et des banques ont été brûlées à l'époque. Donc, les gens ne pouvaient plus retirer leur économie. Bitcoin a été utilisé en pair à pair pour conserver et transférer leur richesse. La Turquie, adoption massive de Bitcoin comme protection face à une inflation à 2 chiffres qui continue de croître. Et les conséquences, c'est que le Bitcoin est portable, donc résilie
résilient, pardon, hors confiscation et si c'est bien stocké, évidemment. Parce que, encore une fois, je le répète et je le répéterai toujours, si vous déléguez cette responsabilité, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire confisquer votre dû. Il permet de s'extraire du système bancaire traditionnel et protège contre les politiques monétaires irresponsables. Inclusion financière. Les explications, c'est des milliards de personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires. Parce que oui, encore aujourd'hui, même si vous êtes dans un pays très développé, eh ben, il y a des parties du monde qui restent sans système bancaire, sans application, sans voilà, site internet sur lequel ils peuvent avoir un système bancaire comme nous on le connaît dans les pays occidentaux. Donc Bitcoin, ça permet de créer une économie en parallèle de cette économie qui existe déjà et qui est accessible à tous et juste avec un téléphone. L'enjeu, c'est qu'une personne sur 4 dans le monde est non bancarisée, donc au final, les chiffres le montrent, d'accord. Donc on peut penser, nous, en tant que Français, qu'on est très développé, etc., et que le monde entier l'est aussi. C'est faux. Une personne sur 4 est non bancarisée, donc c'est énorme. Et les transferts internationaux coûtent très cher, puisque oui, on a des dinosaures qui nous mettent encore des frais SWIFT exorbitants. Et en plus de ça, c'est très lent, donc Western Union, Swift, etc. L'exemple, c'est par exemple en Afrique, avec l'usage croissant du Bitcoin pour les transferts et les micros-échanges, qu'on peut voir maintenant via le Lightning Network, et la remittance, donc l'envoi des fonds. Des travailleurs migrants utilisent Bitcoin pour envoyer de l'argent à leur famille à moindre coût et plus rapidement. Parce que oui, à la fin, les gens ne veulent pas passer par les banques traditionnelles puisque si par exemple c'est une personne qui travaille en pays occidentaux et qui va envoyer de l'argent en Afrique du Sud, et ben souvent il va falloir passer par du Swift et ça va coûter des frais qui sont énormes, alors que via Bitcoin on peut l'envoyer très rapidement et surtout à moindre frais, et donc la famille reçoit l'argent directement. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc les conséquences de tout ça, c'est que le Bitcoin donne un accès à une économie mondiale sans KYC, donc le Know Your Customer, donc le fait de donner littéralement toutes les informations disponibles, d'accord. Si vous avez un chat qui a les yeux verts, et ben ça ils veulent le savoir pour avoir toujours plus de contrôle individuel sur vous et vous réduire vos libertés. Donc c'est qui selon moi est un point vraiment à ne pas négliger, et sans discrimination et sans délai. Parce que oui, aujourd'hui, on reste dans un cycle de boomer, et donc il y a des gens, par simple discrimination qui n'auront pas accès à un système bancaire traditionnel, et donc c'est une réelle solution pour ces gens-là. C'est une monnaie qui est donc inclusive et universelle et surtout libre. La dernière partie, c'est l'innovation et le développement économique. Donc Bitcoin n'est pas juste une monnaie, c'est une infrastructure technologique qui est à la base d'un écosystème qui stimule la recherche, les startups et les projets locaux. Par exemple, on a donc Bitcoin Beach, donc El Zonte au Salvador. On a une communauté autonome intégrée à Bitcoin. Donc on a aussi les paiements en Lightning qui se développent énormément. Les startups, donc voilà, Lightning, pardon, application de paiement instantané sans frais. On a les entreprises Web3 et les fintechs s'appuyant sur la couche Bitcoin pour innover en finance décentralisée, et toutes les applis qui vont avec pour l'autogarde, etc. Les conséquences, c'est qu'on a la création donc de nouveaux modèles économiques basés sur la transparence et l'autonomie, et Bitcoin devient un catalyseur pour un système économique alternatif global et équitable pour le futur. Donc voilà, d'après tous ces paramètres, toutes ces infos, on peut voir que finalement, en continuant dans ce cycle traditionnel, eh bien, on va inévitablement avoir une crise à un moment donné qui sera systémique, qui sera mondiale et qui sera beaucoup plus impactante pour les épargnants d'un point de vue catastrophique, puisque les gens n'auront plus de pouvoir d'achat et ne pourront littéralement plus rien faire d'un point de vue libertaire. Donc ils seront soumis à des règles que l'on ne connaît pas encore, sur lesquelles ils seront, je pense, obligés de travailler à vide. Et donc ça, c'est le réel problème. Ma conclusion est la suivante. En 2008, les agences de notation avaient attribué la meilleure note possible à des actifs toxiques comme les CDO, et ça a précipité le monde dans la pire crise financière depuis 29. Aujourd'hui, elles refusent de voir que des États comme la France ou l'Italie sont techniquement insolvables, parce que c'est la réalité. Et donc, pourquoi ? Parce qu'une dégradation officielle ferait exploser la bulle des dettes. Or, ces agents sont devenus des complices, donc finalement silencieux, de la prochaine grande faillite. Ça, c'est réellement mon avis sur la question. Et donc j'invite réellement les gens à se baquer de diverses manières pour justement ne pas garder cet argent en banque, et c'est pour ça que cette chaîne est là. Je suis là pour démocratiser les finances perso et
vous amener à ne pas subir finalement ce système. Je vous ai mis quelques ressources pour approfondir tout ça. Donc le Bitcoin standard de Saifedean Ammous. Vous avez le Bitcoin pour les nuls. Bon, c'est un classique dans à peu près tous les domaines. Ça permet de démocratiser assez bien le principe et survivre à l'effondrement économique de Piero San Giorgio. Donc des références, encore une fois, je vous invite à voir le film donc The Big Short qui vous remettra en perspective la crise de 2008 et ça sera une vidéo qui fera suite à cette crise de 2008. Je vous ferai évidemment une vidéo détaillée sur le Bitcoin parce que je pense que c'est un concept qui vraiment mérite une vidéo à part, une vidéo très longue d'ailleurs, pour remercier ce concept qui est finalement une solution technologique qui reste du miracle et donc pour ces raisons là je vous ferai une vidéo. Cette vidéo touche à sa fin d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, pourquoi, n'hésitez pas à me mentionner d'autres points qui selon vous permettent d'accélérer cette crise économique mondiale et puis je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, c'était Fabio, bye.